Je suis convaincu dans un avenir proche que Bong Joon-ho désavouera son Mickey 17. Parce que je ne peux pas croire une seule seconde que le mec qui est derrière ce film peut être fier de celui-là. Salut tout le monde et salut les manmatiens, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes bien installés. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une critique survoltée de Mickey 17, ce sera une critique avec et sans spoiler. Première partie, je vous dis ce que j'en pense, de façon honnête et claire, je vous dirai ce que j'en ai pensé, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Dans cette première partie, j'essaierai de vous convaincre, ou pas, d'aller le voir. Par contre, dans la deuxième partie, je vais être assez dur, je vais dire clairement ce qui m'a dérangé, et je vais rentrer dans le vif vis-à-vis de ce que... Comment dire, de ce que dégage ce Mickey 17, du message qu'a voulu nous envoyer Bong Joon-ho, parce que vraiment, je ne peux pas faire autrement que de rentrer dans les spoils pour montrer à quel point il y a une différence, une grosse différence entre le Bong Joon-ho de Corée et le Bong Joon-ho d'Hollywood. Parce que vous verrez bien que le Bong Joon-ho qui a réalisé ce Mickey 17 a ici les mêmes travers que le Bong Joon-ho qui a réalisé Snowpiercer en 2013. Je sais que beaucoup d'entre vous ont aimé ce film, pour autant, il n'est pas exempt de défauts, loin de là. Et justement ça, il faut qu'on en parle parce que je pense que, sincèrement, Bong Joon-ho aurait dû rester en Corée, faire son film en Corée avec des acteurs coréens, parce que je pense que le niveau aurait été largement au-dessus de ce qu'on a pu découvrir dans ce Mickey 17. Alors pour commencer, les points positifs, parce que bon, il y en a quand même beaucoup. Du point de vue visuel, Mickey 17 est super propre. Il est beau, c'est magnifique. Pour autant, je ne le trouve pas plus renversant que Parasite, qui est beaucoup plus modeste, du point de vue de son budget, du point de vue de son histoire. Dans Parasite, quand même, il y a pas mal de plans qui sont inoubliables, des plans très simples, des plans qui sont pas spécialement spectaculaires. D'ailleurs, c'est souvent le cas dans les films avec un budget assez modeste, il y a davantage de plans iconiques que dans les grosses productions, on va dire, surspectaculaires. C'est ça tout le paradoxe et l'ironie. Par exemple, vous prenez Anora, le film a coûté quoi, 6 millions de dollars, et pourtant, des scènes et des plans iconiques, il y en a un paquet, et c'est des plans très simples, des plans sur des visages, des choses comme ça. Même chose pour The Brutalist. Brutalist a coûté que 10 millions de dollars, et pourtant, il y a pas mal de plans qui sont quand même très beaux, qui sont quand même mémorables, alors que Mickey 17, même si c'est une production à plusieurs dizaines de millions de dollars, eh bien, même si le film est beau, il est moins, j'ai envie de dire, moins marquant, moins renversant que d'autres films plus modestes, et il est bien moins marquant que Parasite, et même un petit peu Snowpiercer. Dans Snowpiercer, il y a des plans vraiment qui sont visuellement renversants, visuellement complètement dingues. Et si l'esthétique et la photographie de Mickey 17, elle est très propre, j'ai presque envie de le revoir pour ça, honnêtement, j'ai envie d'aller le revoir, juste pour le côté esthétique, pour le côté visuel. On n'est pas non plus au niveau d'un chef-d'œuvre, mais on va pas se mentir, visuellement, c'est très beau, c'est très léché, et on reconnaît bien quand même la patte de Bong Joon-ho, enfin du moins de son photographe, de son metteur en scène, tout ça. Du point de vue de l'acting, alors là, excellent boulot, et ça me permet justement avec cette vidéo de réhabiliter Robert Pattinson, parce que beaucoup trop critiquent Pattinson en mode « Ah, c'est le gars de Twilight !» Enfin, c'est pas un argument, ça les gars. Twilight, c'était il y a 20 ans, enfin, bientôt 20 ans. C'est fini, quoi. Il a démarré jeune, il a démarré exactement comme il s'appelle Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe, quand on le voit, on voit Harry Potter, alors qu'il est quand même un peu plus que ça. En termes d'acting, il est pas mauvais en réalité, Radcliffe. Et bien, même chose pour Pattinson. Donc, pour certains, s'il vous plaît, ouvrez vos chakras et essayez d'ouvrir vos esprits et de voir autre chose que le Edward Cullen de Twilight. Parce que on a bien vu que Pattinson, au cours de sa carrière, a tout fait intelligemment pour se dépatouiller de cette image qu'il avait via Twilight. Et un argument en faveur de Pattinson, c'est son accent. Parce que j'ai été voir le film en VO, je voulais vraiment le voir en VO parce que je m'étais aperçu de ça dans la bande-annonce. Pattinson a changé son accent de d'habitude pour ce film. Et vous remarquerez, si vous avez l'habitude de regarder des films de Pattinson, qu'il a l'habitude de changer son accent en fonction des films. Il a un accent dans The Lighthouse, il a un accent dans The Batman, il a un accent dans Mickey 17, enfin plutôt, il a plusieurs accents, vu qu'il joue plusieurs Mickey 17. Ah oui, j'ai pas résumé l'histoire. Alors en gros, pour ceux qui connaissent pas, Mickey 17 c'est quoi? C'est un film de science-fiction, l'histoire se déroule dans genre 50 ans, quelque chose comme ça. On a trouvé une autre planète, on va la coloniser, et pour la coloniser, on envoie une équipe de colons qui vont découvrir la planète, et dans cette équipe de colons, il y a un personnage joué par Robert Pattinson, qui est Mickey, donc Mickey Barnes, un remplaçable, c'est-à-dire que c'est un prolo, un intérimaire de l'espace, qui est utilisé comme quasi-esclave pour découvrir la planète, le mec, on fait des expériences sur lui, voir s'il résiste aux radiations du soleil, voir s'il résiste à des virus, des trucs comme ça, et c'est un mec qui est constamment renouvelé, qui est constamment réimprimé, parce que dans un futur proche, enfin dans le futur de ce film,
et je serais pas étonné qu'un jour on y arrive, ils ont inventé un système pour réimprimer un corps qui est décédé, on sauvegarde la mémoire du mec, ses souvenirs, etc., et on le réimplante dans son nouveau corps, qui revient après sa mort, et le gars, dès qu'il meurt, paf, on le réimprime, dès qu'il meurt dans une expérience, un accident, n'importe quoi, tac, on le fait renaître, et il repart à l'aventure avec ses souvenirs, avec ce qu'il a vu autrefois, et il sert, on va dire, d'éclaireur pour cette nouvelle colonie, cette nouvelle planète. Et moi, ce scénario, personnellement, ça me parle, parce que je voulais voir un film de science-fiction avec un angle un peu plus optimiste que ce qu'on a l'habitude de voir, d'autant plus que les bandes annonces annonçaient quelque chose d'assez fun, quelque chose d'assez décalé. Et justement, je voulais voir ça, parce que j'en ai marre, moi, des films de science-fiction déprimants, qui vous vendent un futur dystopique, machin, c'est bon. On a l'habitude, ça c'est un petit peu has-been, il serait peut-être temps de voir le futur avec un angle un peu plus positif, et ce Mickey 17, je veux dire, semblait aller dans cette direction. Donc voilà, je reviens vite fait donc à Pattinson. Pattinson est très bon là-dedans parce qu'il enchaîne, enfin on le voit dans le rôle de plusieurs Mickey, dont un qui est très calme, très très timide, très replié sur lui-même, et un autre qui est beaucoup plus avenant, beaucoup plus agressif, plus violent, plus dur. Et ça montre que Pattinson s'est switché en termes de personnage, en termes de caractère. Et Pattinson, donc, on lui accorde jamais le crédit, on lui accorde pas ce crédit qu'il mérite, à savoir que c'est un bon acteur, un acteur qui peut presque être un acteur caméléon, parce qu'en réalité, on s'aperçoit que ce mec a pratiquement tout joué, dans le sens où il joue aussi bien dans des films indépendants que dans des grosses productions, il sait étoffer sa personnalité. C'est pas juste qu'un beau gosse avec une belle gueule, avec une mâchoire taillée dans la glace, c'est vraiment un gars qui a l'acting dans le sang. Alors j'irai pas jusqu'à dire que c'est le nouveau Al Pacino ou un truc comme ça, mais faut lui laisser encore sa chance, lui laisser du temps parce qu'il est encore jeune, il approche bientôt la quarantaine, mais il a encore ce teint juvénile, j'attends de voir comment il va jouer dans la quarantaine, mais j'ai confiance dans son acting. Et ce qui était fort chez lui, justement, c'est sa capacité à changer d'accent, et ça, c'est un truc qu'on remarque pas quand on a l'habitude de voir des films en français. Quand on voit en VO, on s'aperçoit que, ouais, tiens, il a pas le même timbre que dans ce film-là, et puis que dans ce film-là, voilà. Donc, Pattinson, vraiment, il ne mérite pas la sale réputation qui se mange chez nous, et même à l'étranger. Aux États-Unis, pareil, les mecs, ils restent bloqués sur, ah, c'est le gars de Twilight, machin. Bon. Les enfants. Donc alors au niveau de l'acting, très bon. Qui on peut comptabiliser encore au casting, la présence de Mark Ruffalo. Je vais beaucoup en parler dans la zone de spoiler, parce que le personnage qu'il incarne, pour moi, c'est... là, on reconnaît bien que Bong Joon-ho n'a pas eu d'autre choix que de faire ce qu'on lui dit, quoi. Parce que moi, je suis convaincu que... alors après, peut-être que c'est ses désirs profonds, j'en sais rien, peut-être que c'est sa vision, mais... je reconnais pas le réalisateur de Parasite. Quand je vois Parasite et Mickey 17, j'ai du mal à réaliser que c'est le même réalisateur, justement. Et le personnage de Mark Ruffalo joue une espèce de caricature de Donald Trump. C'est assumé, hein, vous le voyez dans sa gestuelle, etc. Quand il fait ses mouvements et tout, on voit bien que c'est une caricature de Trump. Sauf que là, on est dans une caricature à l'extrême. Puis wow, qu'est-ce que c'est original. Taper sur Trump et surtout sur les républicains, c'est vraiment, wow, quel courage. Voilà, c'est pour ça que j'ai du mal à croire que c'est Bong Joon-ho qui est derrière la réalisation, parce que dans son Parasite, il y avait... je devrais en parler dans la zone de spoiler, mais bon, là, c'est un tout petit spoiler que je vous délivre. Mais c'est que... Oh non, je vais en parler dans un zone de spoiler plutôt, mais... Enfin si, non, j'en parle maintenant. En gros, dans Parasite, on voit bien que il prend le parti des pauvres en défonçant les riches, mais en même temps, il a quand même une certaine forme de... Il est pas dans un manichéisme complètement dingue, il sait montrer que les pauvres peuvent être aussi, finalement, aussi durs, aussi critiquables que les riches, car le film s'appelle pas Parasite pour rien, tout le monde parasite tout le monde. Les riches parasitent les pauvres, et les pauvres parasitent les riches. Et les pauvres n'hésitent pas à se parasiter entre eux, et se baiser entre eux pour pouvoir avoir du taf, avoir une place, etc. Et c'est brillamment montré dans Parasite, il n'y a pas de manichéisme stupide. Or, dans ce Mickey 17, niveau manichéisme, les gars, ça va très très loin. C'est d'un niveau collège. Et ça, c'est vraiment le reflet, je pense, des films hollywoodiens de maintenant. C'est-à-dire que on s'embarrasse plus avec de l'intelligence au niveau de l'écriture, on fait en sorte d'exacerber les clichés. Et ce genre de film n'aurait, je pense, pas pu exister dans les années 2010, mais ça a sa place dans les années 2020. Alors le film a été réalisé en 2022, hein, il sort en 2025, mais il a été réalisé en 2022. En 2022, c'était quelque part une autre époque, un autre mood, un autre mindset, et ça se ressent au niveau de l'intelligence et au niveau de l'écriture. Et de toute façon, c'est pas pour rien que le film se fait défoncer par... vous avez bien vu les critiques pour Mickey 17, je sais pas si vous êtes au courant, mais il se fait dégommer de partout. Ce film, j'ai l'impression que c'est où on l'adore, ou on le déteste. Devinez à quelle catégorie j'appartiens. En tout cas, ça je vais en parler dans la zone de spoiler, mais pour revenir à Ruffalo,
il est très bon, mais il surjoue et il cabotine presque, c'en est lourd au bout d'un moment. En fait, son personnage est intéressant, 5 minutes. Au-delà, on en a marre. On a vraiment marre de ce personnage, on n'en peut vraiment plus. Et bah justement, c'est peut-être lui avec Toni Collette. Enfin, c'est pour moi les deux ombres au tableau. Parce que Toni Collette, pareil, surjoue son personnage de meuf, on va dire, pénible, très... voilà, c'est... Elle est lourdingue, voilà. Ils sont lourdingues tous les deux. Alors après, certains vont dire, oui, c'est leur personnage, c'est normal. Je suis d'accord et pas d'accord. Il y a une façon de faire, une façon de montrer. Et le problème, c'est que ces personnages-là sont tellement clichés qu'ils en deviennent imbuvables. Par contre, les autres, j'ai rien à redire, et notamment Robert Pattinson qui est vraiment très bon. Steve Young, comment il s'appelle déjà, Glenn de The Walking Dead, un petit rôle dans Mickey 17, bon je l'ai pas trouvé grandiose, rien à dire, il fait son taf. Les autres pareil, en fait ouais, non finalement le seul qui sort du lot c'est Pattinson. De toute façon, le film est concentré quasi que sur lui, donc on ne voit que lui, presque. Les autres sont vraiment, finalement, des personnages secondaires, des figurants, et on retiendra principalement que Pattinson dans tout ce film. Vraiment, il n'y a pas d'autres personnages qui sortent du lot. Ils ont tous plus ou moins une personnalité, une âme, etc., mais ils sont pas non plus inoubliables, ni transcendants du point de vue de l'acting. Donc il y a ça à retenir, la photographie, nickel, l'acting de Pattinson, très bon. Je trouve la musique un petit peu hors sujet de temps en temps, parce qu'on sent bien que le film, veut apporter une touche de classe, une touche de, de douceur et de... Enfin, je sais pas, mais il y a beaucoup de musique classique à des moments qui sont... Ouais, ça transcende radicalement avec ce qu'on voit dans les bandes annonces. Hein. Les bandes annonces, ça montre une musique de crooner avec ou un truc un peu plus dynamique. Et là, on est dans quelque chose d'un peu plus soft, d'un peu plus académique. Et je trouve pas personnellement que ce soit si pertinent que ça. Je dis pas que c'est mauvais, mais j'ai pas trouvé ça vraiment grandiose. Donc photographie, acting, musique. Bon, j'ai dit l'essentiel. Maintenant, au niveau de l'intelligence et du scénaristique, eh bien, ça rejoint ce que j'ai dit par rapport au personnage de Ruffalo, c'est que c'est manichéen, c'est pas spécialement pertinent, c'est pas spécialement transcendant, et le réalisateur s'engouffre dans une spirale de clichés, une spirale de moments complètement, mais je veux dire, à des années-lumière de ce qu'on a vu dans Parasite. En fait, ça rappelle énormément ce qu'il a fait dans Snowpiercer, sorti en 2013. Vous vous rappelez de Snowpiercer, qui a eu droit à une série sur Netflix? Je sais pas ce que ça vaut, j'ai tenu 2 épisodes, j'ai arrêté les frais, mais Snowpiercer, le film, j'ai adoré l'esthétique, le visuel, le jeu d'acteur également, très très bon Chris Evans, c'était peut-être son meilleur rôle, mais le discours, mon dieu, mais c'était... Je veux dire, au niveau scénaristique, j'avais l'impression de voir un film réalisé par un collégien de 15 ans, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, c'est les riches sont des ordures, les pauvres, ils sont merveilleux, etc. Alors, en soi, moi, je suis pas contre cette idée, mais, c'est simpliste, hein, je sais bien, mais c'est de bonne guerre, on va dire, c'est de bonne foi, mais la façon dont c'est amené, genre en mode la division des classes dans le train, c'est-à-dire les pauvres qui servent d'esclaves, etc., et les super riches qui vivent au bout du train, qui ont la super bouffe, etc. Pourquoi pas, seulement, il cherche à complexifier l'histoire tout en la simplifiant au maximum au niveau des rapports humains. On est dans un manichéisme scolaire, et c'est ce qui m'a enquiquiné dans ce Snowpiercer, et malheureusement je pense que c'est l'influence hollywoodienne qui se voulait à l'époque. Alors après c'était en 2013, donc c'était... finalement non, je me contredis, c'était la même chose dans les années 2010, en fait, il y avait déjà cet état d'esprit très, très simpliste au niveau de la morale et de la mise en scène. Donc à savoir... c'est... Re-regardez Snowpiercer, vous comprendrez. Vraiment, il y a un truc qui déconne dans ce film. Du point de vue esthétique, j'ai rien à redire. Du point de vue visuel, c'est nickel. Du point de vue visuel, du point de vue des chorégraphies, c'est propre. Les fusillades, tout ça, le film n'a pas vieilli. Mais du point de vue de l'histoire, il y a un truc qui me chiffonne. Et j'ai ressenti la même chose pour ce Mickey 17. Donc scénaristiquement vraiment c'était très lourd, et on va se taper des messages, des leçons de morale écologiste, humain, on va remettre en question le principe de reproduction, à savoir... C'est un film qui vraiment sait pas trop sur quel pied danser, quoi. D'un côté, coloniser une planète, c'est pas bien, parce que du point de vue moral et tout, ça se fait pas, et en même temps, la technologie qui fait que on peut se reproduire à l'infini, etc., c'est pas bien non plus, parce que nanana, faut revenir à quelque chose de plus traditionnel. Enfin, c'est une espèce de gloubi-glouba je vais pas dire d'évidence, mais de lieux communs, qui sont pour moi, relativement insultants par rapport au Parasite du réalisateur. J'avais prononcé son nom, mais j'ai peur de me planter. En impro, c'est pas évident, les gars. Mais en gros, je sais qu'il faut pas spécialement toujours accoler les œuvres de référence au réalisateur quand on compare avec ceux d'après, mais
on le fait quand même. Quand on regarde un film de Scorsese, on compare les Scorsese précédents. Quand on regarde un film de Spielberg, on compare avec les Spielberg précédents. C'est normal, c'est humain. Et quand je vois donc ce Mickey 17, j'ai du mal à concevoir que le mec derrière ce film, c'est le même qui est derrière Parasite, qui est vraiment un film avec qui bénéficie d'une écriture juste irréprochable, et d'un travail scénaristique intelligent, mature. Or, ce Mickey 17 est, je trouve, très immature sur bien des plans, mais ça, je vais en parler dans la zone de spoiler. Je vais commencer maintenant, mais avant de commencer ces spoilers, je tiens à dire qu'en termes de notes, je mets à ce film un petit 4, voilà, un 4 sur 10, parce qu'il faut pas déconner, visuellement, j'estime que c'est visuellement... En fait, si je note aussi bien ce film, c'est principalement grâce à la mise en scène, le visuel, le jeu de Pattinson, les quelques bonnes idées, parce qu'il y en a, l'idée de recréer un mec, tout ça, même si en soi, c'est quelque chose qui est déjà dans le bouquin d'origine, Mickey 7, parce qu'à la base, oui, ce film est tiré d'un livre, donc quelque part, je peux pas trop accorder autant d'originalité au film, sachant que c'est tiré d'un livre et que le gros de l'inspiration du film vient du livre. Donc même au niveau de l'originalité, je peux pas trop accorder une bonne note, enfin ça peut pas entrer en ligne de compte dans la note. Donc si je donne ce 4 sur 10, c'est principalement pour l'acting, la photographie, et c'est tout. Et ça me fait chier vraiment, parce que je l'attendais ce Mickey 17, je l'attendais de pied ferme, et finalement c'était une belle douille, c'est de la publicité mensongère. Et dans la zone de spoiler, je vais vous dire ce qui m'a dérangé. Alors moi personnellement, je n'ai rien contre le fait qu'on blâme plus ou moins les puissants, les super riches, etc. Puis qu'on montre la réalité des prolos, à quel point ils sont en galère, à quel point c'est dur pour eux de s'implanter, de grimper socialement. Je suis bien placé pour en parler, à notre époque où tout est saturé, tout est verrouillé, où trouver sa place est très dur. Vraiment, c'est ça que beaucoup comprennent pas, c'est que trouver sa place aujourd'hui, c'est quand même compliqué. C'était pas dur de trouver sa place autrefois, vu que fallait bosser très vite, fallait trouver un taf, et en même temps, comment dire, vous preniez ce qu'il y avait. Et je ne dis pas que c'était mieux, hein, parce que la plupart des gens n'ont jamais réellement fait ce qu'ils voulaient de leur vie. Ils ont fait le boulot qu'ils devaient faire pour survivre. Et aujourd'hui, quelque part, c'est le bon côté et le mauvais côté de la civilisation, c'est que, comment dire, on a une vie qui est beaucoup plus cool, beaucoup plus confortable, mais en même temps, on a cette souffrance interne de se dire... Trouver ma place, maintenant, c'est très dur, parce que, même si j'aime quelque chose, c'est pas dit que j'arriverai à trouver ma place dans ce domaine. Je pense que beaucoup se reconnaissent dans ces propos-là, surtout du côté des plus jeunes, mais c'est vrai que cette époque-là est très, comment dire, elle peut être assez compliquée pour pas mal d'entre nous, surtout en France, où c'est vraiment, si vous n'avez pas de réseau, si vous n'avez pas de pistonnage, si vous connaissez pas un tel ou un tel, c'est quand même assez dur de vous lancer vraiment dans ce que vous aimez faire, et donc j'ai rien contre les films qui mettent en avant une certaine réalité sociale, et c'est bien montré dans ce Mickey 17, enfin en substance, avec ce Robert Pattinson qui joue quelque part un intérimaire de l'espace, un ouvrier qui est en galère, qui essaye de trouver sa place, qui essaye de survivre tout simplement. Et je me suis pas mal reconnu dans ce personnage. Je pense que dans le futur, si j'étais né en 2040, 2050, j'aurais à peu près le même CV que ce mec, quoi. J'aurais à peu près la même vie. Et je pense on est nombreux à éprouver une sorte d'attachement pour ce personnage parce qu'il incarne, mine de rien, un type d'individu qui est quand même assez... un type d'individu assez conséquent dans la société. Société moderne, je parle de nos pays occidentalisés, tout ça. Et je me reconnais presque en lui, quoi, parce que je me dis, putain, le gars qui galère à trouver des petits boulots, qui fait l'esclave à droite à gauche, qui arrive pas à trouver, qui arrive pas à s'épanouir, qui arrive pas à être heureux, qui virevolte d'un boulot à l'autre, qui est tout le temps en galère. Vraiment, je me reconnaissais là-dedans, et je me reconnais toujours un peu d'ailleurs dans ce genre de personnage, mais j'aimais bien ce côté-là, j'aimais bien ce côté réaliste, à savoir, une réalité futuriste où, certes, il y a des tas d'avantages, mais en même temps, du point de vue social, c'est toujours aussi compliqué, c'est toujours aussi dur, c'est toujours aussi tendu pour s'implanter, trouver sa voie. Et je trouvais ça pertinent. Du moins au début, parce qu'après, malheureusement, plus on avance dans le film et plus on s'enfonce, comme je l'ai dit, dans un manichéisme vraiment ultra poussé, et ça en partie à cause d'un personnage comme celui de Mark Ruffalo, qui, je le dis, est une caricature grossière de Donald Trump, de par sa gestuelle, son ton, tout ça, on sent bien que le mec s'est marré à l'imiter, à en faire des caisses avec ses dents, avec sa bouche, tout ça. Et il est bon, Ruffalo, il est très bon dans ce rôle, mais le truc c'est que c'est pas spécialement pertinent, et ça le devient de moins en moins avec le temps, quoi. C'est un film qui va très mal vieillir à cause de ça, justement. Bong Joon-ho a fait une bêtise en tournant ce film à Hollywood, parce que s'il l'avait tourné en Corée, il aurait été beaucoup plus universel. Parasite, on en parlera encore dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Mickey 17, dans 2 semaines, on n'en parle plus. Vous allez voir que... parce qu'il est beaucoup trop caricatural et trop ancré dans son époque. Et quand vous voulez trop ancrer votre film dans une époque,
c'est le meilleur moyen de le faire vieillir à vitesse grand V. Et le plus insultant là-dedans, c'est vraiment indigne du réalisateur, c'est que au début, dès le début, on voit des caricatures de démocrates, vous savez, les médias se foutent pas mal de leur gueule, c'est prolos, c'est redneck, c'est white trash avec leur casquette rouge, leur côté, voilà, c'est les mecs qui s'expriment face à la caméra pour dire à quel point ils croient en Trump, etc. Ils croient comment dire, dans le parti... je sais plus, républicain, ouais. Et donc, dès le début, on voit ça. On voit donc, en gros, Pattinson qui postule pour être un sacrifiable. Et en même temps, il y a des galériens qui sont là, qui passent à la télé. Ils sont grand leader, vous nous voyez, regardez, on vous aime, machin. Et puis alors, les mecs, on voit bien que c'est des caricatures de pro-Trump, avec les casquettes rouges. Et ça, c'est dégueulasse, parce que le prolétariat, c'est ça, le prolétariat qui vote Trump, c'est des prolos, c'est déjà des gens qui sont à terre, qui font partie des classes les plus pauvres et les plus mal loties aux États-Unis. En plus, faut qu'on se foute de leur gueule au cinéma, quoi. Et surtout, c'est le réalisateur de Parasite, encore une fois, un film qui ne fait pas spécialement que la part belle aux pauvres, mais qui a au moins la décence de comprendre leurs ressentis, comprendre par quoi ils vivent, comprendre leurs difficultés au quotidien. Et là, Bong Joon-ho, il accepte de montrer donc ces prolos-américains comme des débiles, des beaufs, qui sont... Vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai ressenti un malaise, que je me suis dit, mais... Ah ouais, d'accord, super, là, niveau compassion, niveau... Voilà, y a rien du tout, quoi. On se moque des laborieux, et super, quoi. C'est vraiment... on est bien dans le cinéma hollywoodien moderne. On n'est pas du tout dans le cinéma coréen, beaucoup plus pertinent et beaucoup plus fédérateur. Parce que vraiment, les Coréens, ils ont ça, on l'a bien avec Squid Game, par exemple. Squid Game, excellentissime. Les Coréens ont un recul sur l'état de leur société. Chose qui était déjà présente dans The Host, du même réalisateur, où on voit bien les mecs qui... il y a des gens qui bossent dans les grands centres urbains de Séoul, tout ça, dans des open space, et les mecs, ils expliquent bien que malgré le fait qu'ils aient une belle position, ils ont encore des crédits à rembourser. Il y a le poids du capitalisme conquérant qui est là, qui est bien présent, sauf que là, ici, on est vraiment dans la caricature. Même si le spectre du capitalisme est pour le coup un peu moins présent dans ce Mickey 17. C'est pas du tout comme dans Parasite ou The Host. Encore que dans The Host, c'est vraiment en filigrane. Et dans Parasite, par contre, c'est beaucoup plus limpide, beaucoup plus clair. Là, dans Mickey 17, on target pas trop le capitalisme, mais on va vous sortir d'autres leçons de morale qui sont encore plus pénibles. Parce que oui, j'entends bien que le capitalisme, ça crée des inégalités, des gros problèmes, machin, mais c'est grâce au capitalisme que la société évolue, quoi. C'est aussi coco que je puisse être, mais coco dans le sens, on va dire, prométhéen, en mode on envoie des fusées, on construit des HLM pour les ouvriers, tout ça. On finance les études des jeunes, on les aide à se propulser, etc. Je suis pas du tout coco en mode Corée du Nord, hein, ça c'est encore un autre débat. Hein. Parce que ça, pareil, beaucoup de gens comprennent pas, il y a plusieurs sortes de communisme et il y a plusieurs sortes de capitalisme. Le capitalisme à la suédoise, c'est pas du tout le même que le capitalisme à l'anglaise. Tout comme le communisme, bulgare des années 80, ce n'est pas du tout le même que le communisme des années 60 de Pologne. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, il y a des subtilités, des nuances, machin, on n'a pas le temps. Mais dans Mickey 17, il y a des moments assez cringe, notamment, c'est pour moi justement ce qui flingue le film. Alors en soi, si on avait que le personnage, qui est joué par Mark Ruffalo, la caricature de Trump, si on avait que lui encore, on se dirait ok, mais le réalisateur n'a pas pu s'empêcher de nous balancer une morale semi-écolo, ou plutôt, non, antispéciste, comment on appelle ça, ceux qui défendent les animaux, tout ça, enfin, ceux qui défendent les animaux, je parle de façon, radicale, quoi. Attention, moi, je suis pour les animaux, les phoques, voilà, je suis très au fait de l'actualité sur les animaux, moi, j'évite de tuer les insectes, je fais super gaffe, surtout les insectes, hein, où leur croissance fait que de descendre, enfin, qui fait que de péricliter avec les années, c'est dramatique. Mais dans ce film, il y a un moment où, en gros, la dernière moitié du film, ça tourne pratiquement qu'autour de ça. Est-ce que vous vous souvenez de la bande-annonce, hein, quand on voit Pattinson qui se fait choper par les espèces de gros cloportes, là? Moi, au début, je pensais que c'était, on va dire, les méchants du film. En gros, il y a des grosses bestioles. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ils font chier, on les descend. Ou alors, on va se foutre dans un autre endroit, je sais pas. Enfin, un truc réaliste, quoi. Savoir, les conquérants, ils arrivent, ils dégagent les bestioles qui sont là, puis on passe à autre chose. Non, parce qu'on parle de... Là, c'est des créatures qui sont pas spécialement belles, qui ont l'air assez agressives, du moins dans la bande-annonce. Mais en fait, on apprend qu'ils sont gentils, et qu'en plus, qu'ils ont une super intelligence. Et en plus, ils sont tout mignons, parce qu'il y a des petits bébés, et les petits bébés, ils font des... Et donc, on est censé trouver ça fun. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je veux dire, c'est le réalisateur de Parasite. Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais l'impression d'être dans un Disney, quoi. On nous montre ces bestioles, les espèces de cloportes bizarres, comme des créatures intelligentes,
qui ont une âme, qui ont une personnalité et tout, et en fait, là, le film se casse la gueule après la moitié, dès qu'on commence à découvrir un petit peu le secret de ces créatures. C'est fini, parce qu'on tombe dans une espèce de morale écolo-spéciste, vraiment, mais pour adolescents, toute la maturité du film pète en plein vol, et c'est irrattrapable. C'est un downgrade non-stop, où en gros, bah voilà, les extraterrestres, ils sont gentils, c'est manichéen à fond les ballons, quoi. Et je dis pas qu'il faut aller sur d'autres planètes pour exterminer tout ce qu'il y a, tout raser à coups de bombe atomique, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a une façon de le montrer. Et là, la façon de le montrer, c'était vraiment, vraiment, c'est un film pour enfants, quoi. C'est vraiment ce que je ressentais. Aucune maturité, aucune vraie intelligence, aucun discours, on va dire, pertinent. Je reviens encore à la comparaison, c'est à des années-lumière de Parasite, on se rapproche pour le coup d'un Snowpiercer du point de vue du discours. Et ça, c'est l'influence hollywoodienne. La Corée est beaucoup plus mature à ce niveau-là. Là, on sent bien qu'ils ont voulu draguer un public un peu plus large. On voit bien que ça veut parler aux ados, ça veut parler aux jeunes, parce quand on voit ces créatures qui font des bruits bizarres, des bruits mignons, on voit très bien que c'est fait pour attendrir le spectateur, la spectatrice, les gamins. Un moment où on voit une des scientifiques en train de porter le petit bébé dans ses bras, comme si c'était un nouveau-né, comme c'était bizarre, quoi. C'était pas cringe, mais c'était bizarre, quoi. Et le truc qui m'a le plus saoulé dans ce film, c'est vraiment la critique du progrès, en mode, on met en branle un système pour... alors après, c'est peut-être dans le bouquin, hein, mais en gros, on invente un système pour renaître à l'infini, ce qui est une très bonne chose en réalité, ça nous permet d'exister, de perdurer dans l'histoire, etc. Puis après, on se débrouille pour les ressources, tout ça, pour faire en sorte que ça tienne. Ça qui est paradoxal, c'est que d'un côté, on est dans une époque, le futur, alors dans le futur, on sera techniquement autosuffisant, on aura de l'électricité à foison, du nucléaire, je sais pas quoi, on aura les moyens de se nourrir sans forcément buter d'animaux, des trucs comme... on aura de la viande synthétique aussi efficace que de la vraie nourriture, on fera le bien à absolument tous les niveaux du point de vue de la productivité, sans défoncer la planète, mais, il faut surtout pas, trop se reproduire, et en même temps, vivre à l'infini ou être éternel, quoi, parce que tu comprends, il y a une espèce de message contradictoire. Et ce qui m'a saoulé, c'est que dans ce film, il y a une espèce de critique du progrès, une critique de l'évolution, une critique du futur, et ça m'a fait chier, quoi. Vraiment, je me suis dit, oh non, on va encore se taper une morale du style, alors attention, parce que l'humain, il est dangereux, hein, c'est pas bien. Là, on avait un film qui mettait en scène donc des colons qui débarquent sur une autre planète pour, pour construire une nouvelle planète Terre, ou je sais pas quoi, c'est un truc qui fait rêver, et non, on se mange un discours mi-écolo, anti-capitalo, prospéciste, ou je sais pas quoi, et ça c'est l'influence hollywoodienne. Je suis convaincu que le réalisateur était ceinturé par des scénaristes qui l'ont poussé pour produire un truc pareil, parce que je pense qu'il voulait un petit peu se faire un nouveau Snowpiercer à sa façon, avec plus de budget, sauf que, pas de bol, fallait répondre à un cahier des charges, fallait répondre à un agenda ou je sais pas quoi, et voilà le résultat, voilà ce Mickey 17, et bénéfice net, le film est un four, le film est un bide, il se fait défoncer par la critique, il va pas, je pense, être le carton du siècle, c'est un échec, voilà, c'est un échec à cause de ça. Il fallait simplement parler aux spectateurs comme si c'était des adultes, il fallait être honnête, ne pas être trop manichéen, et si le réalisateur avait pris ce parti, du moins si l'équipe de production avait pris cette voie, eh bien le film aurait sans doute été un succès. Je pense. Encore une fois, Parasite, on en parlera encore dans 50 ans, tellement il est pertinent, intelligent, bien mis en scène, pas manichéen. C'est pour ça qu'il nous marque, c'est pour son intelligence. Or, Mickey 17, je vous le dis, dans 2 semaines, il est oublié. Voilà. On retiendra uniquement le jeu de Pattinson et la mise en scène. C'est tout. Et j'ai peur que ce film, quelque part, sonne le glas de la carrière de Pattinson, qui avait... là c'est pas de bol, il a vraiment pas de chance le gars, parce que le tournage de The Batman est repoussé, le deuxième volet, le pauvre dans son agenda, il a pas de bol. Et ce film, c'était normalement celui qui allait le pousser pour en faire quelque part, lui redonner une seconde carrière, mais j'ai l'impression que ce film va un peu lui briser les pattes, et il va revenir timidement avec son The Batman, qui on espère sera bon, mais franchement c'est embêtant pour Pattinson. Ce film, vraiment, je voulais y croire, je voulais qu'il soit bon, je voulais qu'il soit inoubliable, je voulais qu'il soit réussi et intelligent, je m'attendais vraiment, j'avais mis la barre très haute, et ne me dites surtout pas, oui, mais en même temps, t'as trop misé sur le réalisateur, parce que bon, on peut pas toujours faire des parasites. Ce n'est pas vrai. Prenez par exemple, je sais pas, Spielberg, le mec, il a enchaîné les masterclass pendant, pas 1 ou 2 ans, pendant des décennies. Scorsese, par exemple, tout le monde me dit que Les Affranchis, c'est génial. Pour moi, Casino est encore mieux que Les Affranchis, beaucoup mieux, alors qu'il est sorti 3 ans après. C'était possible de faire mieux que Parasite, c'était largement possible, il suffisait simplement de reprendre le même ton, la même intelligence et la même maturité, et pour faire un film de science-fiction inoubliable. Malheureusement, le réalisateur a choisi une autre voie, une voie qui ne résonnera jamais dans l'histoire. Et heureusement.
Voilà, c'est tout bon, j'espère que cette critique vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, si vous avez quelque chose à dire, si vous êtes d'accord, pas d'accord, et si vous avez vu ce film, dites-moi ce que vous en pensez, je veux savoir, vraiment, je veux savoir si vous avez aimé, et je sais qu'une bonne partie d'entre vous, oui, je le sais, une bonne partie d'entre vous vont me dire que vous l'avez aimé, que vous l'avez adoré, vous l'avez surkiffé, c'est votre droit, bien évidemment, mais ne vous attendez pas à être majoritaire, car, bon, je pense que la majorité des gens qui vont s'exprimer sont ceux qui ont aimé le film, mais la plupart des gens qui ont été le voir, je l'ai bien senti dans la salle, j'ai pris un peu la température, les gens étaient pas spécialement convaincus, hein. Et s'ils étaient pas spécialement convaincus à la fin du film, à la fin d'une séance, vous pouvez être sûr que dans quelques semaines, ça va être encore pire. Parce que j'ai remarqué un truc quand je vais au ciné, c'est que les gens, quand on va voir un film pourri, comme par exemple Jurassic World Dominion, je me souviens, j'avais été demandé à pas mal de gens qu'est-ce qu'ils en ont pensé, ils ont tous dit que c'était génial. Vraiment, ils m'ont tous dit « Ah ouais, c'est une bonne fin, ça conclut bien ». Mais je pense que c'est dû, en partie, on va dire, au mécanisme social. Il y a des gens autour, donc on veut pas casser l'ambiance, on dit que c'est bien, pour pas déranger. Et par contre, dès qu'on est seul chez soi, tac, vas-y, ça défonce, le film sur Allociné, sur les réseaux, etc. C'est un mécanisme humain, enfin, j'ai remarqué que c'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, bon voilà, grosse déception, en ce qui me concerne. Donnez votre avis, voilà. Et puis n'hésitez pas à liker, vous abonner si vous kiffez le format, si vous êtes nouveau sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Ciao.